Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Ravi d'animer cette agora sur le thème de la recherche clinique. Petit tour de table aujourd'hui avec nos experts. Donc nous sommes accompagnés de Audy Bavouidi-Bio, qui est arc senior à la Pitié-Salpêtrière au sein de la PHP. Le professeur Pierre-Jean Valette, PUPH des Hospices Civils de Lyon, enfin ancien PUPH des Hospices Civils de Lyon et consultant scientifique en imagerie médicale actuellement, et Charles Journet, qui est notre radiologue et vice-président chez Imadis Group. Donc je vais laisser la parole au professeur Valette pour démarrer cette agora sur le thème de la recherche clinique et nous expliquer quel est le but d'évaluer le bénéfice d'un nouveau traitement dans le cadre de la recherche clinique. Oui, merci Agnès. Alors, quelques données générales. La recherche clinique, elle cherche à évaluer un bénéfice. Un bénéfice, c'est un rapport, faut le manger presque. Faut le mettre là. C'est un rapport coût-efficacité. Pas coût financier, mais coût pour le patient. Donc, un rapport entre les inconvénients, les complications du traitement, et dans quelle mesure ça peut apporter quelque chose de bénéfique, et notamment obtenir une guérison. Donc ça, c'est l'objectif de la recherche clinique. C'est une activité qui est très importante. Vous avez quelques chiffres qui sont là. Vous voyez 2000 essais actifs en France en 2025. La majorité de ces études portent sur l'oncologie. Et vous voyez le nombre de patients. Donc on a une très grosse activité qui concerne de très nombreux centres, qui concerne en particulier en oncologie des centres anticancéreux et des CHU où il y a des services d'oncologie où on fait de la recherche. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce qu'on connaît du circuit de l'information en imagerie, dès lors qu'il s'agit de demander un examen, de le réaliser, de l'interpréter et de retourner le résultat à une équipe clinique, on est dans un circuit parallèle là. En fait, il y a un promoteur qui est au centre de la démarche, qui contractualise avec des investigateurs. Ils ont un arc clinique qui est là pour organiser la prise en charge des patients, le suivi, le remplissage des CRF, etc. Éventuellement, certains services de radiologie ont un arc spécifique, très utile. Et puis, il y a un radiologue qui va faire l'interprétation des examens dans le cadre du projet de recherche. Donc, c'est une relecture protocolée. Il y a des critères, vous connaissez peut-être, RECIST 1.1, IRECIST. On pourrait rajouter Chason pour le lymphome. Et le résultat, il doit retourner au promoteur. Donc, un circuit dont il va falloir assurer l'organisation. Et c'est clairement le rôle d'un logiciel comme Myrio que de suivre ce circuit spécifique. Il y a des contraintes particulières qui sont pas celles de l'activité de routine. Il faut faire de la qualité. C'est beaucoup plus sérieux qu'en routine clinique, même si on devrait être toujours de qualité optimale en routine quotidienne. Il faut ne louper aucun examen. Les délais sont contraints. Il faut répondre rapidement. Et il faut assurer la traçabilité. Là, vous avez tous les mots-clés qui permettent de comprendre ce que pourrait apporter une solution comme le Myrio ou d'autres. Et puis, dernier point non négligeable, il y a un financement à part. Chaque étude doit faire l'objet d'une contractualisation avec des équipes de recherche en oncologie. Et l'idée, c'est de mettre en place également une contractualisation avec les services de radiologie qui vont faire les examens et avec les radiologues qui vont faire des relectures. Il n'y a pas de raison que ces examens soient payés, financés par la sécurité sociale. On est dans un autre circuit. Et donc, tout ça, ça passe par des contrats. J'attire votre attention sur ce point-là, parce que souvent, c'est négligé, notamment par les équipes d'oncologie qui sollicitent leurs radiologues pour faire les examens et pour les interpréter. Derrière cette contractualisation particulière, il y a une facturation qui doit permettre de faire payer les examens par le laboratoire pharmaceutique et qui permet de rémunérer les deuxièmes relectures. Dernier point sur ce monde de la recherche. Il y a la recherche qui est pilotée par l'industrie pharmaceutique. Il y a énormément d'argent. Et il y a la recherche qui est plutôt promue par des équipes hospitalo-universitaires où, là, bien entendu, vous l'imaginez, les choses sont un peu plus restreintes.
Alors, chaque acteur a ses objectifs. En oncologie, un oncologue, ça veut suivre un patient. Il pose une question. Est-ce qu'il faut que je continue ou pas le traitement, et notamment celui qui est proposé dans le cadre de l'essai? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais il y a une seule chose qui intéresse les oncologues, c'est de savoir si le malade progresse. Autrement dit, si le traitement ne marche pas. C'est ça la question. Alors ça peut vous paraître un petit peu choquant, mais c'est ça quand même qui est l'information décisionnelle, parce que c'est à partir du moment où on constate que le traitement ne marche pas qu'on décide d'arrêter et de passer à une autre option thérapeutique ou à une autre molécule de recherche. Donc c'est la progression qu'il faut mettre en avant. Bon, après, des principes de détail, il y a le principe d'incertitude. Et il ne faut pas changer de traitement trop vite lorsqu'on n'est pas vraiment sûr de la progression, d'où l'importance d'outils de saisie des résultats et des mesures qui permettent donc de tenir compte du fait qu'il peut y avoir des situations d'incertitude, notamment avec les nouvelles lésions. Et puis il faut se rappeler que l'oncologue qui fait de la recherche, il a 3 outils. Il a la clinique, il a la radiologie, il a la biologie. Ce n'est pas que la radiologie qui décide du statut du patient et de la manière dont il répond au traitement. En imagerie, les objectifs sont un peu différents. Finalement, le seul objectif du radiologue, des examens et de l'outil de relecture et du CRF, du formulaire sur lequel on va saisir les résultats, c'est de noter la progression, dès lors qu'elle est sans ambiguïté, et de calculer un paramètre très important, le time to progression, c'est-à-dire combien de temps le traitement a été mis en place avant que ça progresse. Si le patient progresse jamais, tant mieux, il va peut-être guérir, mais c'est quand même la progression, l'élément décisionnel en termes de pronostic et de décision thérapeutique. Voilà. Autre point sur lequel je voudrais insister, puisqu'on va parler quand même d'outils de saisie des résultats, le radiologue assume la conclusion. Les critères RECIST ou autres ont des algorithmes qui donnent une réponse, qui disent s'il y a une progression, une stabilité, etc. Mais le radiologue doit avoir le privilège de changer s'il juge qu'il est nécessaire et qu'en réalité, l'algorithme ne correspond pas, ne donne pas exactement ce qui est son impression en termes d'évolution de la maladie. Alors pourquoi on fait des relectures? Parce que il y a une interprétation de premier niveau. Le patient, il a déjà eu un scanner, il a déjà eu une IRM, qui a déjà fait l'objet d'un compte-rendu. Eh bien, ces comptes-rendus ne respectent pas, aussi soigneux les radiologues soient-ils, dans leur interprétation, les critères RECIST qui sont les critères de référence pour les études en recherche en oncologie. Parce qu'on cherche simplement la comparaison au dernier examen, et le RECIST, c'est pas une comparaison au dernier examen, c'est une comparaison à baseline et comparaison à ce qu'on appelle le nadir, c'est-à-dire le moment où les cibles, où les tumeurs étaient les plus petites. Identification imprécise des cibles, un manque de reproductibilité. Donc il y a beaucoup d'imprécisions dans cette première lecture. C'est pour ça qu'on fait une deuxième lecture et qu'on met en œuvre des logiciels comme ceux dont on parle aujourd'hui pour assurer un suivi exhaustif, pour respecter formellement les règles de qualité du suivi oncologique, et accessoirement, pour transmettre des résultats de manière automatique, il faut l'intégration contextuelle. Et puis, à terme aussi, vous avez compris l'importance que j'attache à ce point-là, déclencher une facturation au promoteur. J'ai la suite. Merci, Monsieur Valette, qui m'a tout appris, ou presque, en radiologie. Alors, je vais vous faire le truc le plus horrible que vous aurez dans la journée, c'est-à-dire la présentation d'un algorithme décisionnel dans la prise en charge d'un patient autour du cancer. Extrêmement simple, c'est le plus simple qu'on ait en stock, d'accord? C'est le RECIST 1.1. C'est la base quand on fait de l'oncologie en radiologie. Ça a l'air simple, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Il y a au moins un paramètre qu'on suit, c'est-à-dire une lésion d'une tumeur dans le corps d'un patient. Et cette lésion, on l'évalue au moins avec 2, 3, 4 examens de référence et avec des références qui varient en fonction du pourcentage qu'on considère être la baseline ou le nadir. Je vous ai dit ça, c'était pour vous dire que ça peut être sacrément compliqué, que ça prend beaucoup de temps
et que, au final, pour être reproductible dans des grids comme ça, algorithmiques, sur des images formelles, c'est extrêmement compliqué. Et ça prend potentiellement beaucoup de temps aux radiologues, avec un résultat qui n'est pas toujours extrêmement percutant. Comme l'a rappelé M. Valette, la seule chose qui intéresse finalement l'oncologue, c'est cette case-là, progression ou pas. Et tout le reste, ça intéresse le radiologue, savoir si une petite lésion a gagné 1 ou 2 millimètres, pour savoir si elle passe dans cette case-là, puis après, est-ce qu'on peut descendre tout l'algorithme. Alors ça, c'était l'algorithme simple. Ça, c'est l'algorithme un tout petit peu plus compliqué qui est en rapport avec les nouveaux traitements qu'on appelle les immunothérapies. Et quand on parle d'immunothérapie, on est moins sûr de l'évolution des cancers. Donc on a inventé des nouveaux scores, nouveaux algorithmes pour suivre ces thérapies dans le cadre des essais pour être le plus reproductible possible. Vous voyez qu'il y a des nouvelles progressions ou progressions, pseudo-progressions qui apparaissent et qui rendent extrêmement compliqué le suivi. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Eh bien, on a dit que, en fait, suivre un patient dans le cadre d'un essai, c'était 1, compliqué, 2, pas forcément reproductible, 3, essentiel. Alors, ça fait beaucoup de choses un peu paradoxales quand même. Donc, pour faire ça, il faut aujourd'hui des outils. Il n'y a pas de débat. Pour suivre correctement un patient dans un essai clinique qui a pour objectif de donner un traitement nouveau, innovant pour soigner un cancer, il faut être qualitatif, reproductible, et que ça permette de faire les choses rapidement. Ces critères résistent. Vous imaginez qu'on les a pensés pour qu'ils soient le plus robustes possible, et malgré tout, ils sont pas assez costauds. Moi, je fais une étude de relecture. Je m'aperçois que le lundi, j'avais lu avec 3 mm cette lésion, et que le vendredi, parce que je suis un peu plus fatigué, en fait, elle en fait 8. Selon les critères, elle a pris plus de 50%, c'est la cata. Et quand je relis le lundi d'après, il s'avère qu'en fait, non, en fait, c'était bien 5. Donc on a même une reproductivité entre nous. Donc là, si on n'a pas des outils qui nous accompagnent pour nous dire c'est comme ça que tu avais mesuré la dernière fois, la prochaine fois, mesure de la même façon, mets-moi une image clé, il n'y aura pas de débat, ça va être extrêmement compliqué. En plus, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe d'avoir un cancer, ce que je souhaite à personne évidemment, quand vous passez un examen, c'est jamais le même examen, parce que c'est jamais le même scanner, c'est jamais la même équipe, c'est jamais le même jour, c'est jamais le même produit, c'est jamais le même site. Et de ce fait-là, vous avez une variabilité dans votre examen, qui est censé être le même examen, qui est déjà importante. Et ce qui va créer pas mal de problématiques d'inhomogénéité, d'analyse de l'examen. Et pour tout ça, ces critères qui ont été inventés, structurés pour essayer de limiter, on va dire, l'évaporation du radiologue avec des données complètement non reproductibles, malgré ça, il faut aujourd'hui imaginer que ces algorithmes ne suffisent pas, et c'est pour ça que des outils comme ce on va vous présenter permettent de faire mieux. L'évolution d'après, c'est l'imagerie. Évidemment, c'est l'imagerie automatique, la segmentation. On a aujourd'hui des boîtes qui permettent de faire de la segmentation automatique sur l'imagerie. Très intéressant. On a un représentant là-bas, mais qui ne nous écoute pas, donc comme ça, on est peinard. Voilà. Je vais passer la parole à quelqu'un qui est central dans ces essais, et qui est central parce que c'est elle qui s'occupe du patient, pendant que nous, gentils radiologues, on s'occupe des images. C'est notre charmante camarade Arc. Audi, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle que vous jouez justement dans les essais cliniques et ce que vous faites au quotidien, et quelles sont les contraintes ou les barrières que vous pouviez rencontrer jusqu'à présent dans votre quotidien ? Merci pour la belle question. Donc mon rôle, il est au milieu là, Arc, attaché de recherche clinique, hospitalier en l'occurrence, parce qu'on travaille avec les médecins pour suivre les patients. Et donc nous, on va interagir avec le sponsor, celui qui va financer l'étude. On va interagir avec les oncologues qui suivent les patients, les radiologues qui vont nous donner des interprétations d'imagerie, et aussi avec la famille des patients, ainsi que toutes les personnes qui peuvent graviter autour. Voilà. Et bien sûr, j'ai envie de dire tout le côté numérique, les ICRF, les plateformes, toutes les plateformes que le sponsor met à notre disposition, dans lesquelles nous allons rentrer toutes les données qui sont requises pour l'étude. Tu utilises beaucoup d'outils ? Oui, énormément. Surtout pour les études industrielles. Trop ?
Pour chaque étude, on peut en avoir, là, chez Pfizer, j'en ai 9. 9 outils pour un patient dans une étude. Oui. C'est assez efficient dans le monde numérique dans lequel on est. Et comment vous arrivez finalement à vous organiser au vu de la multiplicité d'essais cliniques, de sponsors et d'outils finalement? Comment vous êtes organisé à la Pitié-Salpêtrière? À la Pitié, c'est vrai que ça reste une organisation assez classique, hein. On va au plus urgent, le plus important, donc la sécurité du patient. Donc tout ce qui est donné qui concernera le suivi du patient, donc s'il progresse ou pas, ça va être forcément prioritaire à d'autres choses dont le sponsor a besoin accessoirement. Donc le CRF et la plateforme d'imagerie, c'est très important. Les radiologues sont pas toujours très dociles. Comment vous faites pour obtenir des relectures dans un délai contraint? À une époque, on avait une ARC en radiologie et elle avait un logiciel sur lequel elle avait demandé un bouton mordre le mollet. Est-ce que vous avez un bouton mordre le mollet pour rappeler alors ces radiologues qui traînent? C'est très compliqué, mais une fois de plus, ça dépend des personnes et des radiologues. En général, on a toujours un joker dans les services sur lequel on va s'appuyer quand les autres ne répondent pas. C'est ce qu'on fait en général, mais c'est vrai qu'on essaie de les connaître en amont des études pour essayer d'avoir un interlocuteur par étude dédié. Ça va plus vite comme ça. En général, ça marche bien quand on fait comme ça. Et les résultats, en gros le critère et les mesures, le promoteur, le sponsor les attend. Beaucoup. Comment sont-ils transmis? C'est vous qui remplissez un tableau Excel et qui le renvoyez? C'est automatique? Comment ça marche? Alors en général, c'est sur le CRF, donc le logiciel que le sponsor met à disposition pour pouvoir mettre toutes les données des patients. Et nous, on va le prendre directement sur les comptes rendus de radiologie. Donc de la ressaisie finalement. Un compte rendu texte pour C'est trouver ça. l'information. Exactement. Ça doit pas être simple, ça. C'est pas simple du tout. C'est même très fragile, me semble-t-il. Surtout que les radiologues, ils ont la tendance souvent à écrire majoration de la lésion. Et voilà. Mais Ça a pris 2 mm. C'est majoration de la lésion. T'es un peu dur avec nous quand même. Voilà. Mes critères résistent. Quid? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tableaux, nous, qu'on fait relire aux oncologues ou aux radiologues référents. Du coup, ça prend plus de temps et il faut pouvoir trouver la personne qui va vous valider ça. Parce que la relecture n'est pas systématique. Non. Là, Non. vous avez un problème, je crois. Oui. On peut avoir des comptes rendus bien complets et d'autres non complets selon les critères de l'étude. D'accord. Voilà. Justement, pour être Professeur plus Valette. complet, Oui, pour être plus complet, on a un retour d'expérience qui est un petit peu différent de celui de la Pitié-Salpêtrière. Professeur Valette, je vous renvoie le micro. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez mis en place il y a quelques années maintenant aux Hospices civils de Lyon avec l'outil Oncorel? Alors, il est clair que... c'est plus Désolé, près du mais menton. Franchement, la manière dont C'est un tout petit peu plus près du menton. on vous oblige à travailler, à mon avis, vous n'êtes pas complètement optimal. Je vois aucun des critères de qualité que j'ai essayé de résumer sur la première diapositive qui sont mis à votre disposition. Donc je pense que ça ne doit pas être très simple le quotidien pour vous. On a quelques-uns qui nous font des beaux tableaux, mais ça, c'est radiologue dépendant. Oui, mais c'est ça qui est pas possible. Ça ne peut pas être radiologue dépendant. C'est tout le monde avec la même règle. Sinon, ça ne marche pas. Et vous avez parlé de le joker, ça c'est pas conforme non plus. Charles a beaucoup insisté sur la variabilité des mesures intra-observateurs. Alors, je peux vous dire que inter-observateur, c'est-à-dire qu'entre deux radiologues, on n'est pas à 2 mm près. Ça peut être 5 ou 6 mm. C'est toute la difficulté des mesures sur lesquelles je n'insisterai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aux hospices? Ça fait déjà quelques années. On a mis en place un outil qui s'appelle Oncorel. Il y a quand même quelques patients dedans. Je crois qu'il y en a plus de 12 000, plus de 2600. Le chiffre est déjà relativement ancien. Il doit y en avoir maintenant 4 ou 5 000. Et vous voyez le nombre de relectures que ça représente.
On parle de centaines de milliers d'euros qui sont générés chaque année par cette activité et qui sont facturés aux sponsors. Et si le sponsor veut de la qualité, il est obligé d'assurer cette rémunération des services de radiologie et des radiologues qui font. D'où le contrat. Alors ça, c'est quand même important, parce qu'on veut de la qualité, c'est à ce prix-là. Le petit schéma à droite, c'est les deux trajets que je vous indiquais. Les services d'oncologie, en routine, ils demandent des examens et ils ont des interprétations. Et s'il s'agit d'un examen qui rentre dans le cadre de la recherche, il y a un arc qui éventuellement transmet à un arc imagerie, qui demande la relecture, qui pilote les radiologues, qui récupère les résultats et qui fait la facturation. Et le résultat, il revient sous forme d'un tableau qui est complètement automatisé, harmonisé. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible. Il n'y a aucun choix possible de modifier quoi que ce soit, sans faire un petit commentaire. Et ça retourne à l'arc oncologie, qui lui retournera au sponsor. Alors, le logiciel dont je vais vous montrer un ou deux écrans procède d'un certain nombre de principes. Un maximum d'informations sur un seul écran et un minimum de clics. Ça, c'est mon côté un peu feignant qui a prévalu. En fait, en cancérologie, il faut bien comprendre qu'il y a notamment en recherche clinique, c'est un suivi longitudinal du patient. C'est pas un examen qu'on interprète, c'est une histoire dans laquelle on rentre, l'histoire du patient et de son cancer et des molécules qu'on lui propose dans le cadre de la recherche clinique. Donc il faut avoir la vision d'ensemble. Si on a un seul examen, on passe complètement à côté de ce que peut représenter une évolution. Bien entendu, oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être sur l'écran suivant pour Oui, montrer... je vais vous montrer sur l'écran suivant. Je passe très rapidement sur ce que j'ai marqué là. Donc des contrôles à la saisie, une fois de plus, aucune liberté pour le radiologue, tout doit être contrôlé, toutes les listes, les choix, en dehors des mesures qu'il peut rentrer manuellement, il peut rien faire d'autre, et sinon on n'a pas de reproductibilité. Autre point, il faut que les résultats s'affichent en temps réel, il faut que le radiologue puisse comprendre ce qui se passe en termes de réponse au traitement quand il modifie une mesure de 2, 3, 4, 5 millimètres, parce qu'il a par ailleurs quand même son idée par la simple lecture de ce que représente l'efficacité du traitement. Il faut qu'il puisse modifier la réponse globale, parce qu'au final, c'est lui qui est responsable. Et puis, il faut qu'il puisse présenter au sponsor des images de référence. Alors voilà comment ça se présente. Ils sont tous pareils, hein, les logiciels. Celui-là, il a la particularité d'être assez dense. Hein. Il y a beaucoup de cases, beaucoup de chiffres. Un peu old school. Hein, c'est old school un peu. Old school, mais assez efficace parce que tu as quand même 6 time points différents. Tout à fait. Sur un seul écran. Et vous voyez qu'il y a des zones, il y a des cibles, il y a des non-cibles et des nouvelles lésions. C'est la manière dont on caractérise avec les critères récistes les différentes tumeurs, métastases dont on veut suivre l'évolution. Je rentre pas dans le détail, il y a des règles extrêmement précises. Mais vous voyez qu'il y a des cases, donc à l'intersection des colonnes et des lignes, eh bien, il y a la possibilité de saisir des diamètres ou de saisir des réponses. Vous voyez aussi que, puisque ces algorithmes apportent des calculs de pourcentage, et il y en a deux. Un par rapport à la somme des diamètres de l'étude où il y a le meilleur résultat et l'autre par rapport à ce qu'on avait observé au début de la prise en charge. Donc il y a des pourcentages et l'affichage de ces pourcentages me paraît intéressant parce que c'est assez éclairant pour le radiologue pour savoir ce qu'il est en train de faire. Donc vous voyez qu'il y a finalement des réponses, il y en a plusieurs. Il y a une réponse globale et puis la validation. Le radiologue assume le résultat et valide ou ne valide pas. Voilà, autre représentation. Vous voyez qu'il y a un graphique en haut. Ce qui nous intéresse, c'est la somme des diamètres de ce qu'on appelle les cibles, c'est-à-dire que les métastases qu'on va suivre. Vous voyez que dans le temps, il peut évoluer, il peut diminuer, il peut remonter. Et puis il y a deux zones que j'ai appelées baseline et nadir. Et quand il va au-dessus d'un certain seuil, eh bien, sur la dernière évaluation, vous voyez qu'on passe, on sort de la zone rose pour aller dans la zone grise. Et là, le malade est en progression. Et ça, c'est une représentation visuelle très, très appréciée de la part des sponsors. Et puis les images clés, parce que si on n'a pas ça, d'une fois sur l'autre, on ne tombe jamais sur la bonne lésion. Quand il n'y en a qu'une comme ça, c'est pas compliqué. Mais quand il y a 12 métastases dans un secteur du foie, je peux vous dire que d'une fois sur l'autre, c'est jamais la même
qu'on va mesurer. Donc dans la suite, comme vous l'avez vu, c'est assez simple. Il faut présenter les choses de façon synthétique tout en ayant les images les plus reproductibles possibles. Les outils aujourd'hui, comme l'a montré M. Valette, sont tout à fait capables de le faire à partir du moment où ils sont faciles d'utilisation, faciles d'accès et où ils sont plutôt simples d'utilisation. Donc l'objectif d'un outil comme Myrio, qui reprend le cadre fonctionnel, donc Corel, puisque c'est le même objectif, on est d'accord, c'est une structuration et une standardisation, un encadrement très fort pour tous les acteurs, avec une philosophie de plateforme finalement, où plein d'acteurs différents vont piocher l'information dont ils ont besoin autour de cet outil, et avec comme objectif de transmettre l'information à la fois aux différents acteurs, mais aussi aux sponsors qui va derrière faire vivre l'étude. Alors, pour vous embêter, Monsieur Valette, c'était juste pour vous présenter le même tableau, je trouve, de façon un peu plus sexy qu'un tableau Excel, avec des couleurs. Mais voilà, ça donne exactement les mêmes résultats, avec un nombre un patient unique, et chaque colonne, c'est une évaluation. Donc, il faut bien comprendre que chaque millimètre pour un patient, c'est important. Chaque millimètre, c'est une survie qui s'allonge ou un traitement qui s'arrête. Donc, chaque millimètre a un sens. Et quand on n'est pas capable de reproduire correctement sa mesure, ça va être compliqué. La même représentation sur toute l'évolution pour un patient, avec effectivement les deux zones importantes que sont à la baseline, le début de l'évaluation, et le nadir, la somme la plus petite de tous les diamètres des lésions cibles, et qui permettent de nous rendre compte de comment ça se passe en temps réel pour un patient quand vous faites son évaluation. Alors, il y a des études qui sont passionnantes sur comment fonctionne un radiologue. C'est que plus il se sent investi dans la prise en charge d'un patient, plus il est pertinent. C'est-à-dire que quand vous savez que votre réponse permet de faire évoluer le patient dans le bon ou le mauvais sens et que vous le voyez graphiquement, vous êtes beaucoup plus attentif. Et de l'attention gagnée par un radiologue, c'est moins de pertes de chance pour le patient en termes de reproductibilité notamment. Donc pour le radiologue, c'est évident, ça permet d'avoir des outils comme ça, un confort et une sécurité, et surtout d'être contraint de ne pas dire « il me semble que ça a doucement progressé, cette petite lésion du segment 4 du foie », mais qu'on soit dans des guidelines obligatoires que sont les critères RECIST, IRECIST, CHASON, tout ce qu'on veut, que derrière, la qualité, elle soit inhérente à la façon dont travaille le radiologue, parce que pas de qualité, pas d'étude. C'est aussi simple que ça. Et que tout ce qui doit être automatisé, doit être automatisé, pardon. Et évidemment, l'objectif derrière, M. Valette m'a formé en tant que radiologue, c'est d'avoir des radiologues homogènes entre eux, puis des radiologues déjà homogènes par rapport à soi-même. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soient correctement formés et correctement guidés par des outils qui leur permettent de ne pas raconter n'importe quoi par rapport à une étude. Pour l'oncologue, c'est pas du tout le même objectif. L'oncologue, ce qu'il veut, c'est une réponse rapide pour savoir si le patient est dans une progression ou non. Et là, si on ne transmet pas l'information correctement, même si on a fait le plus beau tableau du monde pour faire plaisir à notre arc en chef, si tu transmets pas une information pour dire « moi, il me semble que ça n'a pas progressé alors que le tableau, il était un peu mi-figue, mi-raisin », c'est une perte de chance pour le patient dans l'étude. Évidemment, l'oncologue, ce qu'il veut, c'est de pouvoir inclure facilement des patients et que ces patients respectent les règles d'inclusion, c'est-à-dire des lectures régulières dans un tempo décidé et qui respectent un cadre qualité obligatoire avec des critères très structurés. Pour vous donner un exemple d'un tableau de suivi d'un patient, pour aider le radiologue, on lui met les petits schémas de localisation, des fois où il ne saurait plus où il en est, dans la segmentation, mais surtout, on inclut d'emblée dans le logiciel l'obligation de mettre des images clés pour que le patient, quand il reviendra avec son dossier, ait déjà des images clés du dossier d'avant, peu importe qu'il ait fait l'imagerie au CHU de la Salpêtrière, aux Hospices civils de Lyon ou à l'hôpital d'Orange, et qui permettent un suivi beaucoup plus longitudinal de sa prise en charge. Je vais laisser la place à quelqu'un de central dans ces études et qui, enfin, elle, s'occupe des patients, puisque nous, on s'occupe que des images, a priori. C'est à notre arc en chef.
Audi, vous utilisez, en tout cas à la Pitié-Salpêtrière, la plateforme Myrio depuis quelques années maintenant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices liés à l'usage de Myrio par rapport à avant l'installation? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme point positif, comme amélioration? Alors, l'utilisation de Myrio, il est très intuitif, très facile. Donc, c'est vrai qu'on peut rentrer directement le nom du patient, on peut l'affilier à son étude. Et surtout, c'est nous qui demandons tout de suite directement la relecture. On n'a pas besoin de chercher le nom du radiologue qui avait fait la première évaluation. On clique sur un bouton demande de relecture et ça ira à tous les radiologues qui sont connectés sur la plateforme. Et voilà. Et moi, j'aurai ma relecture. J'ai pas besoin de cibler une personne. Et ça, c'est super important en termes de rapidité et aussi d'efficacité. Et deuxième chose aussi que je relève qui est hyper important pour nous parce que nous, on va saisir, par exemple, le nom des lésions dans le CRF, dans la plateforme que le sponsor nous met à disposition. Et parfois, en lisant juste un terme comme ça sur la localisation d'une lésion, ça peut varier d'un radiologue à l'autre, l'appellation. Et avec Myrio, il y a une sorte d'arborescence par organe jusqu'au niveau du tissu. Donc, on peut tout de suite savoir que ça vient du poumon ou du foie dans tel lobe. Et parce que dans Myrio, il y aura déjà cette arborescence. Et ça, c'est super important que d'aller chercher sur Google parce que nous, du coup, on n'est ni radiologue ni médecin. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir aussi des localisations très homogènes. Donc finalement, avoir ce type de plateforme telle que Myrio, ça permet d'une part de fluidifier tout le workflow finalement qui gravite autour du patient dans le cadre de la recherche clinique, mais ça va aussi professionnaliser et rendre vraiment facilitant votre travail qui est finalement de faire converger l'ensemble des acteurs autour justement de ces outils et de ces critères qui sont finalement très précis et qui sont en termes de qualité très très pointus. C'est exactement ça. Et moi, j'imprime par exemple les comptes rendus Myrio. Et quand on a par exemple des comptes rendus qui sont pas allés assez loin en termes de critères récistes, ou comme je disais tout à l'heure, il y a juste écrit majoration ou réponse quasi complète ou quasi quelque chose. Et on dit toujours dans le service que c'est Myrio qui fait foi. Donc on imprime, on le fait signer par l'oncologue et même quand l'ARC qui vient du sponsor vient, il se base sur la relecture de Myrio. Voilà. Donc, ça met tout le monde d'accord et on avance. Voilà. Super. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous savez combien il y a d'études en cours en France? Non, vous savez pas, ça vous intéresse pas. Bon, très bien. Il y en a 600. Il y avait un bel atelier sur la recherche clinique avec le professeur Blais juste à côté. Et donc, en ce moment, il y a 600 études en France actives pour inclure des patients, dont 40% sont en oncologie. Et vous savez, en Europe, quel est le premier pays qui fait des essais cliniques en oncologie? Ben non, pas du tout la France. On est le vilain petit canard. Les Espagnols sont beaucoup plus performants que nous parce qu'ils utilisent beaucoup plus de critères homogènes, harmonieux et structurés. C'est quand même dommage. C'est un plus petit pays. Mais ils ont du soleil et probablement des problèmes de cancer autant que nous. Donc l'enjeu pour des plateformes comme une plateforme comme Myrio, c'est de permettre aux établissements, c'est-à-dire, d'après mes derniers chiffres, 200 établissements en France qui gèrent des essais cliniques, d'aller capter plus d'essais cliniques auprès de la recherche dans l'univers pharmaceutique. Qui dit plus d'essais cliniques, dit plus d'argent instillé dans le système hospitalier et établissement qui permet de faire d'autres choses derrière. Donc c'est un intérêt majeur pour les établissements. Chaque établissement devrait se saisir de cette problématique qui n'est pas toujours reconnue à la bonne hauteur. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Il y avait des questions puisque Hugues Lajoie est avec nous. Une question dans la salle? Bon, merci beaucoup. On remercie beaucoup, professeur Valette. Ah, si, une question. Ah, si, une question. On est content.
Bonjour. En fait, quand vous décrivez les résistes, vous parlez toujours de 1 millimètre. Donc c'est, par défaut, c'est problématique comme critère. Et on sait qu'il y a des travaux sur la volumétrie globale. Est-ce que Mirio, il va aussi vers cette direction ou vous restez sur résiste Non, alors Resist prévoit 1 millimètre, il n'en tient pas compte. Non, mais j'exagère. Mais... Il y a des pourcentages et il y a des valeurs absolues. Et une variation de moins de 5 millimètres, Resist ne dit, vous n'en tenez pas compte. Ça peut augmenter de 4 millimètres, ça n'est pas une progression. Justement, c'est pour diminuer... Et c'est sur des lésions cibles. Sur les cibles, oui. C'est pour diminuer les biais de mesure, bien sûr. Après, c'est des critères particulièrement imparfaits, on en a parfaitement conscience. Hein. La volumétrie aujourd'hui, c'est le fantasme de beaucoup. Il y a des projets, notamment sur le dépistage du cancer du poumon en France, qui vont démarrer l'année prochaine. On le souhaite. Il y aura des critères de volumétrie sur le suivi des patients. Après, qu'en faire? Aujourd'hui, dans les grandes études, il n'y a pas beaucoup d'études avec des critères en volumétrie qui sont extrêmement difficiles à reproduire. Alors, pour des radiologues, c'est même pas la peine, ça sera des outils dédiés. Mais même entre les outils, quand vous faites courir des outils dédiés pour les volumétries, il y a des différences. Des volumétries qui doivent être réévaluées derrière pour resegmenter une lésion. Ça prend beaucoup plus de temps encore. Je suis pas sûr que ça soit encore tout à fait le nerf de la guerre d'être là-dessus. Malheureusement, c'est peut-être un... Voilà. Et il faut comprendre aussi que ces lésions, les volumes peuvent évoluer pour plein de raisons, parce qu'elles répondent ou parce qu'elles se nécrosent, parce qu'elles sont inflammatoires, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué que... Et c'est vrai que ce que disait M. Valette, le plus important, c'est d'avoir la photographie de plusieurs évaluations, plusieurs time points pour bien se rendre compte de là où on en est dans le suivi d'un patient. Les oncologues sont très pointilleux sur les critères. Et il faut qu'ils soient là validés, largement validés. On a vécu pendant des années avec Resist 1.0. Il y avait 2 mesures par cible. Pour passer de 1.0 à 1.1, où il n'y avait plus qu'une mesure, ça a pris 15 ans. 15 ans pendant lesquels ils ont considéré que c'était pas sûr que ça marche aussi bien. Donc pour arriver à la volumétrie automatisée, je pense qu'on en reprendra encore pour au moins 15 ans avant qu'ils aient vraiment confiance dans les résultats de ces techniques. Ah, ça, on est bien d'accord. C'est pas ce qui est vendu et ce qui est validé encore dans les grands guidelines. Donc, mais on saura s'adapter. Ça, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup.